Et tu sais, il y a 3 casques, peut-être tu peux prendre un autre. Ah oui, regarde, t'as plus de mou. Ou alors on échange. Tiens, on va échanger, regarde. Putain, c'est beau. C'est beau la solidarité. C'est magnifique. C'est magnifique. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui ne vous prendra pas par surprise si vous nous suivez depuis longtemps en vous disant que nous adorons l'animation, que le simple fait de voir les créateurs s'aventurer sur ce terrain aussi complexe que riche de millions de possibilités suffit à titiller notre curiosité. Aussi c'est avec le plus grand des intérêts que nous avons suivi la nouvelle tentative de Wes Anderson dans le domaine. Ça s'appelle L'île aux chiens, ça vient tout juste d'arriver au cinéma et nous allons en parler avec un duo de critiques au poil soyeux et au poil roux d'ailleurs aussi, réunis ici en public à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien. Voilà, salut. Et David Honora, salut David. Bravo. Non, ça va, je suis un peu roux, moi aussi j'ai droit. C'est nos ciné, épisode 134 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Je les ai vexés dès le début, au bout de 5 secondes. Mais le pelage est important. Le pelage est important, tout à fait. C'est vrai. On est moins bien animé, on bouge moins bien. Non, vous êtes très bien animé, vous êtes très bien fait. L'île aux chiens, donc, comme son nom l'indique, nous parle de chiens et d'une île, Trash Island, où sont expédiés tous les toutous de la ville japonaise imaginaire de Megazaki, mis en quarantaine par le maire, car une épidémie de grippe canine frappe la ville. Très contrarié de se voir privé de son fidèle compagnon Spot, s'exilé de force, le jeune Atari, par ailleurs neveu du maire, s'envole pour l'île et entouré de quelques chiens intrépides, va découvrir que cette histoire de quarantaine cache un secret bien plus sombre. To the north, a long rickety causeway over a noxious sludge marsh leading to a radioactive landfill polluted by toxic chemical garbage. That's our destination. Great. Get ready to jump. C'est Wes Anderson, je vais réussir à le dire, qui réalise, on l'a dit, c'est son deuxième long d'animation après Fantastic Mr. Fox, c'était en 2010, au casting vocal des tonnes de stars, Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Greta Gerwig, Frances McDormand, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Liv Schreiber, et j'en passe. Côté français, c'est Vincent Lindon, Mathieu Amalric, Romain Duris, Yvan Attal, Isabelle Huppert, Léa Seydoux et même ce bon vieux Jean-Pierre Léaud qui s'y colle. Votre avis sur cette île aux chiens, messieurs? Qui veut commencer? David, tiens. D'abord c'est magnifique, hein. C'est vraiment c'est vrai. Le travail d'animation est extraordinaire et d'ailleurs sur ce genre de film en stop motion il y a un plaisir aussi à aller voir toutes les featurettes et il y en a beaucoup qui tournent sur le net d'ailleurs. On peut voir pas mal de choses. Il y a même ils ont fait dans le matériel promotionnel par exemple des fausses séquences d'interviews des chiens avec des petits micros etc. qu'ils ont tourné en plus et il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir et effectivement tout l'univers du film et tout ce qui a été fabriqué, élaboré. Quand on s'intéresse un peu à l'animation, c'est quand même extrêmement réjouissant de voir ça. Et il y a un boulot de minutie incroyable. Rien de fou, rien de spécifique, à moins que Julien me conteste là-dessus, n'a été inventé sur ce film. Totalement faux. mais voilà, donc on retrouve les techniques pour animer notamment les visages des personnages et les faire parler. Ils ont préparé toutes les intonations, les voyelles, etc. Ils peuvent changer. Les chiens sont animés à la main, donc avec des visages un peu malléables. Articulé, voilà. Et l'autre, c'est de l'animation par remplacement. Ouais, c'est pas la technique de Laika, si vous connaissez. C'est pas de la pâte à modeler, ça reste des figurines. Et puis malgré tout, ça raconte une histoire. Et il y a aussi, moi je trouve un aspect assez intéressant, c'est que pour le coup, Wes Anderson, dans son cinéma, et y compris en dehors du cinéma d'animation, nous a habitués à une esthétique de la maison de poupée. C'est quelque chose qui est présent dans tous ses films, même je pense dans La vie aquatique, il y a ce plan en coupe du bateau. Évidemment, dans Grand Budapest Hotel, l'hôtel en lui-même est une gigantesque maison de poupée. La maison dans dans La famille Tenenbaum aussi. Et même dans le film qu'il a fait entre les deux. Qui est un de ses derniers films, je ne me souviens plus du titre, mais où pareil, la maison est filmée à la manière d'une maison de poupée aussi. Bref, donc c'est une esthétique habituelle chez lui. Je vais retrouver le titre. Laissez-moi 5 secondes. C'est un grand classique. Et du coup, il fait ça. En fait, il apporte, je trouve là-dedans, il y a une petite nouveauté qui est de sortir en fait d'une esthétique très proprette, très bien rangée, et en fait
comme une grande partie du film se passe dans une île qui est un dépotoir et avec littéralement des chiens de la casse, il y a un truc un petit peu dérangé, un petit peu décalé qui je trouve donne un nouveau souffle à son cinéma et moi je le trouvais un peu sur la pente descendante. En fait, depuis la vie aquatique, qui est pour moi un film qui m'avait énormément enthousiasmé à l'époque, c'est une des réactions que j'avais eues en voyant le film, c'est je me disais j'aurais bien aimé être sur le tournage. J'ai l'impression qu'il y a une frénésie qui se dégage du film qui avait l'air communicatif et je trouve que tout ça commençait un peu à sentir la naphtaline et qu'il apporte quelque chose de nouveau avec l'île aux chiens. C'était Moonrise Kingdom auquel je Dans Moonrise Kingdom, oui, bien sûr. Voilà. Julie. La naphtaline, en même temps, ces films sont parfumés à la naphtaline. Oui, ça fait partie de son esthétique. Moi, je suis pas un super gros fan en fait de Wes Anderson. C'est terrible, hein, je m'endorme devant ces films. C'est une maladie. Non, je devrais pas dire ça. On peut s'endormir devant des très bons films. Non, mais voilà, j'ai une tendance là-dessus. Et je trouve qu'il a trouvé quelque chose, moi, avec l'animation que on ressentait déjà dans Fantastic Mr. Fox. Et je pense qu'il y a c'est son format en fait. C'est-à-dire que je pense que il y a un truc intéressant, par exemple, c'est qu'il travaille avec ses comédiens, qui font donc ses voix et avec leur système de fonctionnement est assez lâche en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent improviser, ils peuvent rajouter des trucs comme ça, mais comme ces voix-là vont être, d'une part, elles vont être montées, et puis surtout elles vont être mises dans un truc qui est archi contrôlé, qui est l'image par image. Je trouve qu'il y a un choc là qui est super intéressant et super payant. Et comme le disait David, c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus craspec par essence en fait dans l'île aux chiens, puisque ça se passe sur une île ordure, un peu un truc post-apocalyptique. Oui, Crash Island. Mais malgré tout doit être contrôlé parce que tout doit être fixé, tout doit être modelé, tout doit être peint. Et il y a un choc là que je trouve super intéressant et qui est riche en fait en création. Le truc moi qui m'a énormément plu en fait dans l'île aux chiens, c'est que j'y vois un film qui pourrait presque appartenir au japonisme, qui est ce mouvement artistique du 19e en fait, où il y avait surtout ça concernait surtout les peintres en fait français qui avaient découvert les estampes japonaises, mais aussi tout l'art japonais. Hein, une grande exposition à Paris en ce moment. Ah bah tu vois, je ne savais pas. Ça aurait pu faire une bonne reco pour la fin, mais voilà. Et il y a de ça en fait dans l'île aux chiens, c'est-à-dire que c'est définitivement pas du tout un film japonais. Ici, quand les Japonais font des films d'animation image par image, il y en a eu des très grands d'ailleurs là-bas. Ça ressemble pas du tout à ça. Et c'est vraiment le regard d'un occidental sur le Japon et qui réussit à se réapproprier tout ce qui fait le sel en fait de l'art nippon, mais sans pour autant se faire passer pour un japonais. Il y a une distance quand même là-dedans Parce qu'il y a eu ce début de critique un petit peu qui a commencé à faire de réappropriation. Écoute, tu vois, c'était avant que les gens voient le film, j'ai l'impression. Oui, parce que je trouve que depuis, je pense que non, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, parce que je pense que c'est pas ça, d'autant plus que le film est aussi nourri de tout un tas d'autres références. Oui. Il y a un autre truc aussi que je trouve super intéressant dans l'île aux chiens par rapport à Fantastic Mr. Fox, c'est qu'il y a je trouve qu'il y a une ambition de mise en scène que je sentais moins en fait dans Fantastic Mr. Fox, c'est-à-dire que là il y a un travail sur les cadres et sur les profondeurs de champ. Il cite beaucoup Kurosawa en fait dans la façon de composer les cadres et surtout de les rendre extrêmement dynamiques. C'était un truc où Kurosawa reste le maître absolu et incontesté, c'est-à-dire que voilà, il y a un dynamisme dans la mise en scène de Kurosawa et qui ne vient pas forcément du fait que la caméra bouge frénétiquement et tout. C'est vraiment dans la composition des plans, dans la façon dont les personnages bougent et changent de valeur à l'intérieur du cadre qu'on retrouve ce dynamisme là. Et je l'ai en fait dans l'île aux chiens, et ça c'est vraiment intéressant. Après il y a quand même un petit truc que je tiens à préciser, c'est qu'il y a quand même une petite malhonnêteté en fait dans ces cinéastes en fait qui investissent en fait le cinéma d'animation sans le faire. C'est-à-dire que c'est bon de le rappeler. C'est-à-dire que le film doit beaucoup à Wes Anderson, c'est indéniable, mais je trouve qu'il faut quand même rappeler que il est presque, comment dire, c'est une espèce de super méga conseiller artistique en fait là-dessus. Parce qu'il n'est pas animateur lui-même. Mais il est pas
dessus, il est pas sur le tournage, il est pas sur le plateau. Alors, je sais pas comment ça s'est passé sur l'île aux chiens pour le coup, mais je me souviens que sur Fantastic Mr. Fox, il faut le savoir quand même, il dirigeait les équipes par Skype. Il n'était pas présent sur le truc, donc lui, il était chez lui, et puis il dirigeait les mecs par Skype, et puis il recevait les animations, puis il les reconseillait, etc. D'après ce que j'ai compris, moi, il travaille sur les animatiques qui sont ensuite transmis aux animateurs, et les animateurs, donc à partir d'animations faites, comme un storyboard animé, refont copie les plans, le plan, mais en déplaçant les poupées, ce qui prend énormément de temps, donc ce qui explique un peu cela. Mais un cinéaste d'animation, c'est un art très particulier, très spécifique, et il est inimaginable qu'un mec comme Miyazaki, même les réalisateurs chez Laika, d'ailleurs, que ce soit Travis Knight ou Henry Selick, ne soient pas présents sur le plateau. Alors, c'est pas, je pense que chez Wes Anderson, c'est pas un degré comme chez Tim Burton, par exemple, où là, vraiment, c'est une dilettante. Et puis même sur L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est maintenant, je crois, assez de notoriété publique que l'équipe lui en voulait énormément, en fait, de s'être approprié à ce point-là un travail qui n'était pas le sien. Voilà, exactement. Donc, on n'est pas à ce degré-là, quand même, mais c'est quelque chose que je vois pas. En fait, ça semble logique dans toutes les critiques que je lis, etc., que c'est un film de Wes Anderson, que c'est lui qui l'a fabriqué. Non, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Et voilà, il y a des gens derrière qui turbinent, et je sais que chez les gens qui viennent du milieu de l'animation, ce genre de posture est un peu mal prise, en fait. Voilà. Donc ça me semblait, sans rien lui enlever, mais encore une fois, c'est son film, c'est son univers. Je trouve encore une fois que lui s'exprime pleinement là-dedans. Je trouve que c'est quand même, il y a une nuance là quand même à souligner. Et en même temps, ça double tranchant, parce qu'on peut aussi espérer que finalement son nom et le public qui le suit va du coup vers ce cinéma d'animation qui n'aurait peut-être pas été voir avec une autre signature. Je pense que ça peut amener un public vers participer en tout cas à se faire sortir le genre du genre, justement. C'est ça, voilà. C'est lié au problème dont parlait Julien, c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que tant qu'on ne reconnaît pas à leur juste valeur l'apport des vrais cinéastes d'animation, il y a un truc un peu... c'est vrai, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans une problématique de performance capture comme dans Ready Player One. Voilà. Mais c'est vrai que par contre, et ça c'est un autre truc aussi qu'il faut souligner, c'est que sur Fantastic Mr. Fox, il y avait encore ce flou en fait autour de à quel public était destiné le film. Oui. C'était une adaptation d'un Roald Dahl. Alors même si Roald Dahl ça peut être très noir, mais c'était comme une adaptation de Roald Dahl. C'était un film pour enfants. Là, c'est pas le cas dans L'île aux chiens. Je crois même que le film est NC-17, je crois, aux États-Unis. Enfin, en tout cas, c'est pas un PG-13. Donc c'est voilà. En tout cas, clairement, c'est pas clairement pour les têtes de monde. Non, c'est sûr. Et c'est vrai, comme le disait David, c'est toujours bien d'avoir un émissaire comme ça qui vient nous rappeler que l'animation, c'est pas simplement. Mais il y en a eu un certain nombre maintenant de projets comme ça où à chaque fois on a espéré que enfin ça y est, ça allait sortir un petit peu, ça allait décloisonner un peu le genre, mais pour l'instant ça n'a pas été suivi ça se fait petit à petit, tu vois, encore une fois ça arrive, voilà, il y a effectivement comme ça, il y a Kafka dont on parlera peut-être qui sort fin juin aussi, qui pareil brise un peu ces lignes-là et tout, donc non, je pense que le débat commence quand même un tout petit peu à avancer, mais... Et puis les frontières se brouillent un peu, puisque des techniques d'animation, il y en a aussi dans ces films live, de la réalisé par Henry Selick d'ailleurs, et puis à l'inverse, des films avec l'animation générée par ordinateur est de plus en plus présente dans le cinéma en général. Moi, il y avait un truc dont je voulais parler aussi, c'est quand on parlait de la question de l'intégration, ou de la pseudo-appropriation culturelle la réappropriation, japonaise. Il y a un truc qui est assez intéressant et je trouve plutôt bien vu dans le film, c'est la manière dont sont gérées les langues des personnages. Et donc, en fait, c'est raconté explicitement d'ailleurs au début du film que donc les personnages japonais sont traduits par une vraie traductrice qui est dans le film, et que les chiens ont été doublés en anglais. Donc sinon ils aboient, mais en vrai ils sont doublés dans le film en anglais. Et du coup il y a ce côté un peu cette théâtralisation qui est à l'intérieur du film et je trouvais qui est plutôt bien vu et qui donne notamment dans les scènes de discours des points de mise en scène vraiment intéressants avec la traductrice. Et ça crée, sur certains crescendo dans le récit, c'est hyper intéressant et hyper bien foutu, et quelque chose que j'avais pas, j'ai pas souvenir d'avoir vu quelque chose aussi bien mené là-dedans.
et qui, c'est encore une fois, il y a un des paramètres classiques de chez Wes Anderson, c'est qu'il y a vraiment un effet de vitesse dans certaines séquences, voilà, qui donne un peu le tournis, quoi, parce que à la fois la narration, l'enchaînement des séquences est très rapide, et c'est doublé par ce côté, voilà, ce rapport aux différentes langues, l'usage aussi d'autres techniques d'animation à l'intérieur du film, et justement on parlait des estampes japonaises, il y a quelques petites séquences qui vont réutiliser d'autres séquences d'animation pour raconter quelque chose, et puis voilà, il y a énormément de petites choses, en fait, c'est-à-dire que littéralement tu t'en prends plein la vue, parce que il y a énormément de détails. Il y a une séquence, on en parlait avec Julien en sortant du film, une séquence de cuisine qui est qui a demandé des mois et des mois de confection, d'ailleurs. Et qui donne l'eau à la bouche, quoi. Parce que c'est une des séquences les plus compliquées à animer, en fait. J'ai découvert ça après, d'ailleurs. Tu vois, c'est marrant. Cette séquence est extraordinaire, quoi. Il y a un truc qui se passe avec des toutes petites choses manipulées et qui voilà. Il y a un autre truc aussi avec Wes Anderson vis-à-vis de l'image par image. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une tendance dans l'image par image aujourd'hui, et surtout le studio Laika, que j'adore, par ailleurs, mais se rend un peu coupable de ça, qui est de trop lisser, en fait, image par image. Pour les cas, je vais pas rentrer dans les détails, mais techniquement, ils ont plein de façons, en fait, de faire que quand tu vois le film, des fois, tu te dis, mais ça pourrait presque être un truc en image de synthèse, en fait, tellement c'est propre, tellement c'est nickel et tout. Et lui, et ça, je trouve ça chouette, en fait, il va complètement à l'inverse, en fait, de ça. Il y a beaucoup d'ordinateurs dans L'île aux chiens, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a beaucoup d'effets spéciaux optiques, mais il assume complètement image par image, et notamment, et je pense que ça fait partie du projet esthétique du film, notamment sur les poils. C'est-à-dire que les poils, c'est super compliqué pour un personnage. Si vous avez vu le King Kong de 33, évidemment, on se souvient tous des vagues, en fait, sur le pelage, en fait, de Kong, parce qu'à chaque fois que les animateurs bougeaient la marionnette entre chaque plan, ils bougeaient un peu les poils, et puis du coup les poils bougeaient là où ils ne devraient pas bouger. Et là, il l'assume complètement, en fait, dans L'île aux chiens, parce qu'on a l'impression que les chiens, ils sont toujours frappés par une espèce de vent pestilentiel comme ça sur cette île. Et ça, je trouve, c'est salutaire, c'est très agréable. C'est quelque chose qu'il avait déjà fait sur Fantastic Mr. Fox. Je crois que d'ailleurs ces films ne sont pas animés à 24 images par seconde, qu'ils les animent un peu moins pour avoir assumer ce côté extrêmement saccadé, voilà, en fait, qui est propre à l'image par image. Très bien, si vous n'avez plus rien à rajouter, c'est tellement beau, Julien, emporté par la passion, on peut le dire, la passion. Avant de se quitter, messieurs, on n'oublie pas les bonnes habitudes, on va prendre quelques minutes pour les recommandations d'usage. On peut rester évidemment dans le grand et merveilleux monde de l'animation, mais c'est pas obligé, vous le savez bien. Julien, tiens. Moi, je reste dans l'animation. Je m'en doutais un petit peu, tu vois, je suis un bon élève. Je te connais. Non, en fait, il y a un monsieur que j'adore, qui s'appelle Phil Tippett, qui est un gars qui a surtout travaillé, en fait, dans les effets spéciaux, qui a commencé sur La Guerre des Étoiles. C'est lui qui avait animé le lot de Chess là, sur le Faucon Millennium, tout ça, qui a travaillé après beaucoup avec Paul Verhoeven sur Robocop, sur Starship Troopers, qui a fait ce boulot absolument incroyable là, sur Starship Troopers, qui était aussi sur Jurassic Park. Enfin bref, c'est quand même un gars assez important, et c'est un gars un peu fêlé, un peu pété. Il prenait du LSD quand il faisait les créatures du Retour du Jedi et tout. C'est pour ça qu'il y a des bestioles pas possibles. C'est pour ça qu'il y a l'Amir Lakbar, quoi. Que diable. Bon bref. Grâce juste pas rendu. Voilà. Et en fait, en parallèle, en fait, de toute sa carrière dans les effets spéciaux, il a toujours travaillé sur des projets de films d'animation. Il avait fait un truc avec des dinosaures qui était un peu filmé comme une caméra portée, comme sur un documentaire. C'est disponible en ligne si vous voulez le voir. C'est absolument génial. Ou dans une très bonne émission qui s'appelle Le Grand Frisson aussi. Des extraits, je connais. C'est très bien. Bon, bref. Et en fait, ce monsieur, depuis des dizaines d'années, littéralement, il profite de son temps libre et de l'argent qu'il peut gagner dans les effets spéciaux pour monter une espèce de film conceptuel qui va devenir un long métrage au final, qui pour l'instant n'existe que sous forme de chapitres. Il y a pour l'instant 2 chapitres, il y a un 3e qui va bientôt arriver, ça s'appelle Mad God, et c'est un film
Alors ça reste quand même de l'animation image par image, mais ça mélange toutes les techniques connues de l'animation image par image. Il y a un tout petit peu d'ordinateur aussi d'ailleurs dedans, mais c'est surtout des effets spéciaux analogiques, c'est-à-dire sans ordinateur quoi, justement. Mais il y a de la pixie, c'est-à-dire l'animation des hommes eux-mêmes avec les voilà. Il y a plein de miniatures et tout. Vous pouvez l'acheter en ligne. Vous pouvez aussi l'acheter d'ailleurs avec il y a plein de formats en fait disponibles. Il y en a un où il y a le artwork en fait du court métrage avec plein de dessins complètement pétés de Phil Tippett et voilà, je trouve que c'est du Uber David Lynch en fait. Je sais pas comment trop décrire ça, c'est un truc et c'est malgré tout très narratif et et il y a toujours ce soin en fait qu'on est obligé d'avoir dans l'image par image qui fait que on échappe au pur film conceptuel d'avant-garde, ce qui peut être un peu difficile d'accès. Là, pas du tout. En fait, du coup, il y a un truc absolument fascinant là-dedans. Et comme l'île aux chiens, d'ailleurs, ça se passe dans un endroit un peu perdu au milieu d'ordures et de déchets où vous pourrez reconnaître d'ailleurs des maquettes qui ont servi dans les précédents films de Phil Tippett. Voilà. Mad God, c'est en ligne. Voilà. David. Alors moi je vais utiliser ma reco pour partir dans une sorte d'anecdote perso pourrie. J'adore. qui remonte dans le temps. Chacun la sienne, c'est bien, chaque émission c'est chacun son tour. Julien, c'est toi la prochaine. Faut que je cherche. Voilà. Non, pourquoi ? Parce que en fait le cinéma de Wes Anderson est tellement typique que j'ai du mal à trouver d'autres choses liées, autres que recommander ces autres films. Et du coup, je vais sortir du monde merveilleux de l'animation pour rester dans le monde merveilleux des animaux qui parlent. Ça fait peur. Et du coup, tu vas recommander quoi? C'est un film, c'est quoi? Non. Et donc c'était en 1994 avec mes sœurs et ma grand-mère. On avait voulu aller au cinéma. On saura tout. Et puis en fait Jurassic Park était complet et à côté il y avait L'Incroyable Voyage qui est un magnifique film qui concilie la team chien et la team chat. C'est un problème quand on aime les chats, il y en a pas beaucoup dans l'île aux chiens. Et donc ils ont le sale rôle en plus. C'est un mauvais point pour le film. L'Incroyable Voyage, c'est un film où on suit alors je crois il y a deux chiens et un chat. T'es réellement en train de recommander Et donc c'est un voyage à travers les États-Unis. Je pense que les jeunes générations sont passées à côté de ce chef-d'œuvre du cinéma des animaux qui parlent. Et il y a une scène tout à fait traumatisante qui se passe dans une rivière que je vous invite à revoir. Et voilà, pour l'anecdote, en fait, L'Incroyable Voyage était également complet. En même temps que Jurassic Park à l'époque, et donc je l'ai découvert un peu plus tard en VHS. Voilà. Alors je suis en train de vérifier parce que je crois que c'est Ryuichi Sakamoto qui avait fait la musique. Alors je suis pas sûr du tout. J'ai quand même une question d'importance. C'est pas quel film vous étiez allé voir du coup? Et on est rentré. Parce que sinon c'était super triste. Sinon, non mais je crois que la dernière option c'était Germinal à l'époque. C'est chaud, ouais. Si tu resitues un peu ce que c'était à l'époque en face de Jurassic Park et voilà, tout était complet. Donc L'Incroyable Voyage du coup. Non mais c'est en vrai c'est pas si mal. C'est la meilleure reco de l'histoire de l'émission. T'aurais pu conseiller Babe. Ouais aussi Babe, c'est bien Babe. Cochon dans la ville, c'est vraiment bien Babe 2, bah oui, Georges Miller. Notre temps est écoulé, merci à tous les deux, merci à Jules, à la technique, merci à l'antenne Paris, au public pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous aussi vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite. Rosebud!